et un autre manga dans la longue liste de ceux dont je rêvais de parler. Alors rien de mieux qu'en ce jour pour commencer avec la sortie de la saison 4. Kingdom est un manga incroyable doté d'une écriture soignée qui respecte à la perfection le cadre de la guerre. Des combats mythiques à profusion, des personnages au charisme inégalable, une tension palpable de bout en bout, des événements dramatiques comme on les aime, et des stratégies pensées et menées à la perfection par Yasuhisa Hara. Et c'est sur ces dernières que je vais consacrer cette vidéo en répertoriant certaines, pas toutes bien sûr, mais certaines des meilleures stratégies de la série. Donc si vous aimez Kingdom et que vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, manifestez-vous dans les commentaires. Et si vous avez d'autres plans en tête, n'hésitez pas à le dire non plus. C'est parti. Si je devais la décrire en 2 mots, je dirais simple mais efficace. Pas la plus impressionnante de toutes, mais suffisamment bien pensée pour impressionner et faire le taf en conséquence. Karin, qui est l'une des rares figures importantes féminines de la série, n'est clairement pas en reste du côté de la stratégie. Alors qu'elle a lancé une attaque à l'aide d'éléphants de guerre, ces animaux rares et destructeurs ont causé la confusion au sein de l'armée de Qin. Mais la véritable raison de ce déploiement visait en réalité à faufiler ces 5000 hommes composés de soldats d'élite. Elle a ainsi utilisé cette diversion pour permettre une formation adaptée en conséquence et de ce fait prendre Qin par surprise. Il y a les généraux et il y a les stratèges. Genpu, l'un des 4 rois célestes, est l'un de ceux-là. Genpu était avec Rinko le responsable du champ de bataille central de la campagne de Sanyu. Le premier jour, il a commandé la 2e vague d'attaque, détruisant efficacement 80% des 2 premières vagues d'attaque de Qin. Dans un premier temps, il l'a fait en envoyant un écran de fumée pour aveugler les troupes, puis a coordonné les archers avec le son pour asséner plusieurs salves. Après quoi, il a ordonné aux chars de partir à l'assaut pour augmenter les ravages sur le champ de bataille déjà bien chaotique. Lorsque l'unité Isshin a chargé sa position, il est resté totalement détendu grâce au piège suivant. Plusieurs pieux cachés enfoncés dans le sol ont alors anéanti leur charge et tué un grand nombre de chevaux. Il se retirera néanmoins lorsque Huhon viendra à la rescousse, ordonnant aux autres vagues d'en faire de même. S'il s'agit plus d'une mission diplomatique que d'une stratégie minutieusement préparée, elle n'en reste pas moins primordiale pour l'avenir de Qin. Ici, tout prend forme grâce au meilleur diplomate que représente Saitaku. Sa mission est de rencontrer le roi Uken pour lui faire quitter la coalition. Dans un premier temps, il lui proposera de mettre le double des richesses de ce que lui a proposé Riboku pour garantir sa loyauté. Il acceptera sans se poser de questions, puisqu'il l'aurait fait de toute manière de par l'affection qu'il partage avec le vieil homme. Quoi qu'il en soit, si ce retrait de 50 000 hommes semble désuet compte tenu des 540 000 autres soldats que la coalition aura à ses côtés, Shue-kun affirmera qu'il s'agit moins d'une question de chiffres que d'avoir une armée potentielle derrière les envahisseurs. Il pensera en effet que cela aura un gros impact sur les soldats ennemis s'ils ne peuvent pas capturer la capitale de Qin en un temps très réduit. De plus, cela a comme conséquence de rendre les autres pays plus inquiets en raison d'une potentielle manœuvre de la part de Qi. C'est pourquoi ils ne pourront pas prendre le risque d'y envoyer toutes leurs réserves. Alors que le combat entre Uken et Uki est sur le point d'arriver à son terme, Riboku arrive au moment crucial avec une immense armée. Uki avait pourtant bel et bien anticipé la présence d'une armée cachée, en plus d'avoir minutieusement calculé le temps que ça devait lui prendre, soit une demi-journée. La réponse se trouve néanmoins dans la capacité des cavaliers habitués à ce genre de terrain depuis leur conflit contre les tribus de Xianyu. De plus, en enquêtant sur les faits d'armes de Uki, Riboku a découvert qu'il ne s'était jamais confronté à cette tribu. Autrement dit, il n'avait aucune connaissance, même infime, quant à la capacité de ces derniers. En ramenant 40 000 hommes à ses côtés, contre 6 000 du côté de Uki, il n'avait aucune chance. Plus que la différence numérique, c'est au moral de ses troupes qu'il a ainsi réussi à porter un coup critique. Quand vous êtes certain de l'emporter et qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, c'est plutôt compréhensible. Mais ce n'est pas tout, puisque Uken a plus ou moins servi d'appât en les menant dans un lieu isolé de falaise, rendant toute retraite impossible pour le grand général par tous les autres soldats qui bloquaient l'entrée. Uki reconnaîtra le génie de cette stratégie. Après avoir reçu une flèche dans le dos, il sera suffisamment déconcerté pour permettre à Uken de le blesser sévèrement. Un gros coup de la part de Riboku. Dans un duel qui opposera Ordo à Usen, nous assisterons à l'un des meilleurs retournements de Kingdom.
Il se trouve qu'en retournant sur le champ de bataille, Ordo organisera le siège de la montagne en exploitant tout le potentiel de la tribu experte dans le domaine. Yuki informera alors le général qu'ils ont réussi une frappe critique à l'encontre d'Usen en s'attaquant à son centre de commandement. En perdant un point aussi vital, même ce génie de la guerre en était affecté, ce qui a forcé ce dernier à prendre la fuite au nord-est des montagnes. L'homme masqué aura en effet été si prompt dans sa retraite que même les Yan n'ont pas été en mesure de savoir où il se trouvait. Ravi de cette nouvelle, Ordo décidera donc de mener son armée à travers les sentiers de la montagne afin d'utiliser ses capacités de coordination exceptionnelles pour les amener derrière le col de Kankoku. Tandis qu'ils traverseront la montagne pour atteindre une clairière qui mène à une immense falaise, Ordo prévoira de les escalader dans l'objectif premier de se rendre au-delà des grands murs qui les mènera à la porte de Kankoku. Toutefois, Ordo sera témoin d'une petite surprise de la part du grand général de Chin, puisqu'il marchera droit dans le piège qui lui a tendu. En effet, Usen attendait simplement le moment propice pour lui tendre une embuscade. En restant caché et en intervenant au moment propice, il a déclenché une pluie de flèches afin d'éliminer les hommes de la tribu des montagnes, considérés par Oro comme étant les meilleurs, décimant ainsi la plus grande puissance d'Ordo. Lors de la coalition, qui est l'un, si ce n'est l'arc avec le plus d'enjeux de toute la série au moment où je vous parle, les chances de victoire de Chin se sont avérées très minces. Au terme d'efforts qui exténuera les stratèges du royaume et de nombreuses simulations, un seul d'entre eux sortira du lot. Sur 100 batailles, seulement 20 d'entre elles ont été remportées. En rassemblant les grands généraux dans la capitale, Shue-kun leur a ensuite expliqué qu'avec leurs ressources militaires actuelles, ils n'avaient pas la moindre chance d'arrêter l'invasion. Par conséquent, il leur expliquera la stratégie qui devra être mise en place en retirant les lignes des défenses qu'ils avaient établies entre l'armée de la coalition et Kanyu. Le but, pousser tous les citoyens à se retirer de leurs villes respectives pour permettre à l'armée de la coalition de passer sans contestation afin d'atteindre la porte nationale du col de Kankoku, qui est connu comme étant imprenable. Toute la stratégie repose donc sur la défense de cette porte. En s'entretenant séparément avec Mubu, Shue-kun lui fera également comprendre qu'il croit fermement en lui en tant que guerrier le plus fort, ce qui poussera celui-ci à se relever et à se surpasser. Sur ce point, c'est davantage une qualité de leader qu'une partie de son plan, mais la capacité à pouvoir galvaniser est également un élément essentiel au bon fonctionnement de la plupart des stratégies. On a vu toutes sortes de stratégies, allant des plus conventionnelles aux plus complexes. Mais il existe un autre type qui se rapporte à de la cruauté bestiale, des tactiques plus sauvages dont un seul homme est capable. En effet, lors de la bataille des collines de Kokuyu, Kanki enverra un joli cadeau aux troupes de Kisui, une sorte de sculpture, si on peut la qualifier de telle, formée à partir des villageois qui ont été massacrés à Kokuyu. Un arc de pont les attendra à l'entrée. Tout naturellement, ce présent a eu pour effet d'introduire la peur dans le cœur de ceux qui l'ont vu. En plus de les mettre en état de choc, entre colère et incompréhension, on peut reconnaître une maîtrise avancée de l'intimidation. Un message sera joint à cela, indiquant par ailleurs qu'il proposerait une œuvre similaire au château de Rigan. Au même moment, un message informera Kisui que la moitié de l'armée de Kanki est bel et bien en train de se déplacer vers la ville. En apprenant ça, il décidera alors d'abandonner la colline qu'il était censé protéger afin de retourner en ville, permettant ainsi à l'unité Ishin accompagnée du clan Zenu de la reprendre facilement en raison des fortifications qui n'étaient pas encore terminées. Grâce à ça, la bataille s'est soldée par la victoire de Chin. Kanki parviendra même à éparpiller ses troupes pour échapper à la poursuite de Kisui, magistral. Dans une guerre, la notion de survie est très importante. C'est pourquoi la nourriture est régulièrement au centre des stratégies. En réduisant les ressources ennemies, il devient alors plus aisé de combattre l'adversaire, même en nombre supérieur. Chin, qui manquait de rations à ce moment-là, a laissé place à une autre stratégie d'Usen. Oui, c'est souvent lui qui est à l'origine des meilleurs plans, que voulez-vous. Pour aller dans le vif du sujet, ils étaient uniquement capables de survivre quelques jours avec le nombre de rations restantes. Ainsi, sans l'arrivée des renforts, ils seraient condamnés. Alors que le ravitaillement s'approchera de Retsubi, Zhao l'interceptera grâce au général Kochu. Ils seront également pris en embuscade par Shunsuiju, par l'arrière pour brûler les provisions, sauf que les tonneaux seront vides. Ils le remarqueront toutefois assez vite, la vérité étant que le vrai transport aura lieu sur le fleuve jaune à l'aide de bateaux. L'armée ennemie les prendra pourtant de court malgré tout en parvenant à faire couler les navires. Mais il se trouve que Usen et Shue-kun
auront également prévu le fait que Riboku puisse voir à travers leur jeu. Et pourquoi, s'il faisait bien parvenir les rations par la voie maritime, c'était néanmoins de l'autre côté, grâce à l'une des flottes de Chi, en achetant des vivres à leur roi à un prix plus qu'intéressant. L'une des stratégies qui m'a le plus marqué. Encore maintenant, c'est l'une des manœuvres dont je me souviens le plus, tant je la trouve bien pensée et si intelligemment menée. Durant la campagne de Gyu, alors que Chin se trouvait dans une situation désastreuse à cause du manque de provisions, Usen a créé un plan machiavélique du nom de Cricket. Son objectif était pour le moins simple, attaquer les petites villes des alentours et s'emparer des provisions avant de passer aux suivantes. Cela tout en libérant les civils. De cette façon, il a utilisé les propres citoyens de Zhao contre eux-mêmes qui, affamés, se sont naturellement dirigés vers la seule ville en mesure de les aider et de leur fournir de quoi se sustenter. Cela s'est ainsi transformé en guerre des vivres. Et comme si ça ne suffisait pas, il a même intégré plusieurs de ses hommes au groupe de réfugiés pour qu'ils puissent s'infiltrer au sein de l'enceinte du château. Ainsi fait, il n'avait qu'une mission à remplir, brûler les entrepôts de fournitures afin de forcer les civils à se révolter contre les défenseurs et les obliger à ouvrir les portes de l'intérieur, laissant ainsi à Kanki le champ libre. Même Riboku, l'un, si ce n'est le plus grand stratège de la série, a été surpris par cette stratégie. C'est tout simplement incroyable. Comme vous pouvez le constater, Kingdom est un manga très complet et très prenant qui regorge d'idées brillantes. Personnellement, je l'ai découvert très tard en pensant que je n'accrocherais pas du tout à l'intrigue. Je ne suis pourtant pas un amoureux de films de guerre, mais j'ai été happé par Kingdom dès que je me suis plongé dedans, dévorant ainsi les tomes en un rien de temps. Bien trop délaissé à mon goût, il mérite vraiment à ce qu'on s'y intéresse davantage. Et je ne saurais que trop vous conseiller de tenter l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Vive les mangas et vive Kingdom!